Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Philippe Lazare. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Ingenico, une entreprise française que chacun utilise, dont chacun connaît les produits. Ingenico est le numéro 1 mondial de ce qu'on appelle les solutions de paiement. Alors en clair, concrètement, les solutions de paiement, ce sont par exemple les terminaux de cartes bancaires, mais pas seulement. Quelles sont les autres solutions de paiement que vous développez et commercialisez ? Alors, il est vrai qu'on insiste beaucoup maintenant sur la notion de solution de paiement, puisque vous savez, puisque vous le vivez probablement au quotidien, vous avez maintenant de multiples façons d'acheter et donc de payer. Parce que finalement, la seule preuve qu'un achat a bien fonctionné, c'est le fait qu'il ait été payé. Vous, parce que vous avez été débité, le commerçant, parce qu'il a été crédité. Et les stratégies multicanales des commerçants les amènent à s'interroger sur comment puis-je être payé quand je vends sur Internet, comment puis-je être payé quand je vends en boutique, si d'ailleurs le même client achète sur Internet et s'il achète en boutique, comment puis-je le connaître, comment puis-je vérifier que j'ai correspondu et que j'ai apporté des solutions à ses attentes. C'est l'ensemble de notre stratégie tourne autour de cela. Il y a par ailleurs une autre tendance qui émerge, qui est l'utilisation des téléphones portables à la fois comme moyen pour émettre du paiement, mais également pour les petits commerçants, et moyen de recevoir du paiement. Donc les solutions de paiement ratissent d'une certaine façon l'ensemble de ces tendances depuis Internet, boutique et mobile. Alors vous parlez finalement de la connaissance du client, de la part du commerçant. Comment elle se fait maintenant de manière de plus en plus pointue et concrètement, comment vous la travaillez cette connaissance de la clientèle ? Nous sommes fournisseurs de données, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le travail d'analyse de la donnée. D'ailleurs, je pense qu'en termes légaux, on serait très probablement pas en situation de pouvoir le faire et ça ne fait pas partie de notre cœur de savoir-faire. En revanche, on fournit évidemment toutes les données nécessaires à un commerçant pour comprendre la nature du moyen de paiement qui a été utilisé, le type d'achat qui a été effectué, est-ce qu'un achat a commencé à être effectué sur Internet, terminé en boutique, qui sont des tendances de plus en plus importantes, puisque le premier problème des commerçants aujourd'hui, c'est de retenir les gens en boutique pour qu'ils ne viennent pas choisir leurs produits en boutique et l'acheter sur Internet, sur un autre site. Donc l'ensemble de ces données sont pilotées et à disposition des commerçants via nos plateformes de traitement. Est-ce que ça va au-delà de ces données techniques ? Ça va aussi dans le domaine de la sociologie de la clientèle ? Non, nous ne sommes pas un acteur du CRM. Il y a d'ailleurs un certain nombre de gens dont c'est la grande spécialité que l'on respecte tout à fait, mais nous ne sommes pas un acteur du CRM. Nous sommes des fournisseurs de data brute. Alors vous parliez des smartphones, ça c'est l'avenir effectivement du paiement. Est-ce qu'un jour tout pourra être payé par smartphone ou pas ? Alors, est-ce que tous les moyens de paiement peuvent partir d'un smartphone dans le sens de l'émission, c'est-à-dire comment puis-je payer ? Après tout, pourquoi pas ? On peut imaginer qu'un jour, les cartes bancaires soient virtuelles et logées à l'intérieur d'un smartphone. Ensuite, il faut avoir en face de ces moyens qui vont émettre du paiement, des moyens qui permettent de les accepter. Là, c'est notre univers. Notre univers, c'est comment accepter le paiement. Alors, vous avez soit le terminal de paiement classique que vous connaissez, et puis on a commencé à développer des solutions techniques qui permettent de transformer un smartphone en moyen pour accepter du paiement. Par exemple, vous pouvez plugger sur la prise audio un petit lecteur extérieur. C'est ce qui se fait aux États-Unis et on est numéro 1 sur ce marché-là aux États-Unis. Et si vous êtes commerçant ambulant, que vous organisez un vide-grenier et vous avez téléchargé la bonne application, vous pourrez réaliser quelques paiements de cette façon-là. On a pour les Apple Store en Europe, dans 6 pays européens, développé un système qui permet de connecter un iTouch avec un terminal de paiement tout à fait contemporain et vous avez un moyen complètement mobile. Donc la mobilité est une des grandes tendances, une des grandes tendances sous-jacentes du développement du paiement. Oui. Et c'est source de croissance pour vous. Et c'est source de croissance pour nous. Alors vous venez de présenter vos objectifs pour 2016, notamment un chiffre d'affaires que vous souhaiteriez amener à 1,8 milliard. Il était l'an dernier de 1,2 milliard. Alors comment vous allez y parvenir à ce 1,8 milliard ? Alors, on a un certain nombre de réservoirs de croissance qu'on a identifiés avant de se lancer dans une aventure de vous prévision. Partez pas à l'aveugle. Pas complètement en aveugle. Ouais. Non, je vous rassure. Donc, en fait, il y a 3 axes principaux. D'abord, il y a les pays émergents. On a une très forte exposition aux pays émergents. Puisque les chiffres d'affaires qui résultent de l'activité dans les pays émergents représentent plus de 40% de nos chiffres d'affaires aujourd'hui. Alors, pour vous, ce sont lesquels les pays émergents ? Alors, pour nous, ce sont les classiques, c'est-à-dire Brésil, Chine, Russie, Indonésie. Alors, l'Inde fait partie des pays émergents, mais n'est pas un gros contributeur, ni pour nous, ni pour personne dans cet univers-là, d'ailleurs, parce que le paiement électronique n'est pas encore très développé. Mais le Brésil est le premier pays du groupe, la Chine est devenue le 2e pays du groupe à travers une acquisition.
La Russie devient un contributeur très significatif et l'Indonésie, qui est un des plus grands pays du sud-est asiatique, est un gros contributeur. Donc la somme de tout ça, c'est plus de 40%, sachant que par exemple la France, qui est notre pays d'origine, dans lequel la R&D est installée et la direction générale, représente moins de 8% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc c'est une société vraiment très internationale. Donc premier bloc, les pays émergents. Deuxième bloc de croissance, les États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis? Parce que c'est tout sauf un pays émergent en matière de paiement, mais il se trouve que c'est le pays sur lequel on avait nos deux plus gros concurrents qui se sont achetés l'un l'autre. Enfin bon, bref, il y a une consolidation du secteur qui nous a donné un appel d'air à un moment où on avait les bons produits, les bonnes solutions et les bonnes équipes, ce qui fait qu'on a fait une assez belle croissance aux États-Unis et qu'on a pour ambition de, grosso modo, doubler notre part de marché dans les 3 ans qui viennent sur ce pays-là. Donc c'est la deuxième source de croissance. La troisième source de croissance viendra de notre acquisition récente. Nous avons fait une acquisition d'une société qui s'appelle Ogone, située en Belgique, qui est un spécialiste précisément du paiement sur Internet qu'on évoquait précisément, et qui va être au cœur de notre nouvelle stratégie consistant à combiner du paiement en boutique avec du paiement sur Internet. Et on compte évidemment beaucoup sur cette société pour contribuer à la croissance. Et puis il y a aussi un certain nombre de nouveaux segments qu'on a évoqués, du type le paiement mobile, qui a été évoqué précédemment, du type les vending machines, c'est-à-dire tous les distributeurs qui sont aujourd'hui des distributeurs à pièces vont évidemment un jour ou l'autre tous migrer vers le paiement sans contact. Et c'est un secteur sur lequel on a aussi des solutions qui nous paraissent correspondre aux besoins du marché. Alors à propos de ce rachat de cette société belge Ogone, 360 millions d'euros, hein, c'est le prix que vous avez payé pour partie cash et en vous endettant pour le reste. Certains ont dit que c'était un prix excessif, mais vous dites finalement non, ces 360 millions d'euros, ça reflète le potentiel de croissance de l'entreprise. Alors, il est vrai qu'on n'a jamais caché le fait que c'était une acquisition chère. Il se trouve que le potentiel de croissance de cette entreprise est très fort, puisqu'une entreprise qui a connu une croissance de 30% par an jusqu'à présent et dont on est bien certain qu'elle va continuer à se développer à ce rythme-là. Premier point. Deuxième point, sa combinaison avec les savoir-faire d'Ingenico va nous amener un véritable moteur de développement. Et on a 2 marchés cibles, à dire le vrai presque 3, qui sont l'Allemagne, le Benelux et la France, sur lesquels on pense cette offre combinée entre Ogone et nos propres produits devrait être très efficace. Alors il est tout à fait exact qu'à l'instant donné où on fait le chèque, d'une certaine façon, le montant est élevé, mais son potentiel de création de valeur est absolument incontestable. Donc là, c'est un pari qui n'est pas finalement si risqué que cela. Non, mais l'histoire de notre entreprise, c'est une succession, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs, de paris raisonnables. Enfin, de paris raisonnables. Un peu de paris et beaucoup de raisons. Voilà. Bon, mais une croissance externe aussi importante, parce que les acquisitions ne sont pas forcément annuelles, mais en tout cas très rapprochées. Elles sont réellement... Enfin, les acquisitions significatives, on en a fait un certain nombre ces dernières années. On avait fait Sagem Monetel en son temps, qui était dans l'univers du groupe Safran. On avait fait plus récemment EasyCash, qui est notre société qui nous a donné cette position de leader sur le marché allemand. Et on vient de faire plus récemment donc cette acquisition d'Ogone. Mais entre-temps, on fait 1 à 2 acquisitions plus tactiques par an. L'année dernière, on a racheté notre distributeur en Russie et notre distributeur en Indonésie, 2 marchés en croissance. Et il est certain que pour atteindre le 1,8 milliard, on n'a pas mis une autre grosse acquisition dans notre feuille de route, ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais on n'en a pas mis. Mais en revanche, il est certain qu'on aura besoin de quelques petites acquisitions tactiques. Alors pour revenir sur les moyens de paiement, il y a ce grand discours, cette analyse qui est en train de se faire. Les chèques vacances et les titres restaurants voudraient dématérialiser leurs titres. Est-ce que c'est un marché aussi potentiel pour vous? Alors, il est certain que c'est un marché potentiel au sens que les sociétés qui font du chèque vacances, du chèque cadeau, que sais-je encore, qui sont aujourd'hui sous des formes papier, quand ils vont devoir ou vouloir passer à la dématérialisation et au support électronique, vont devoir avoir des circuits, des réseaux qui acceptent leurs moyens leurs moyens de paiement. Et très naturellement, le premier des réseaux possibles, c'est le réseau d'Ingenico, puisqu'on est présent dans à peu près toutes les boutiques en France, mais on est en réalité présent dans plus de 20 millions de boutiques dans le monde. Donc on est quand même le bon point d'entrée. Donc on a des conversations avec les principaux acteurs du secteur. Notre valeur ajoutée consistera à développer pour eux les applicatifs embarqués dans nos terminaux permettant de traiter ces transactions
ce qui est quelque chose qui est techniquement et largement faisable. Il faut trouver les terrains d'entente nécessaires. Concrètement, on pourrait utiliser une carte restaurant sur un terminal bancaire déjà. Ça, c'est faisable en tout cas. Mais vous savez, les terminaux de paiement ne font pas que du paiement. On vend des terminaux de paiement en Inde qui sont équipés d'un capteur qui reconnaît les empreintes digitales et qui permet de développer le microcrédit pour les populations les plus pauvres. Les gens s'identifient à travers ce lecteur et ensuite vont recevoir leur allocation de microcrédit et viendront rembourser leur microcrédit toujours en utilisant nos terminaux. Donc on n'est pas paiement exclusif. On a aussi des terminaux sur lesquels on fait des opérations de fidélisation des clients. Donc on est capable de traiter des applicatifs qui sont des applicatifs non paiement, mais dont la caractéristique est d'être sécurisés, c'est-à-dire qui nécessitent de l'encryption, qui nécessite d'être codé pour pouvoir être traité de façon sûre pour les consommateurs et pour les commerçants. Alors dans vos projets aussi, vous voulez continuer à intégrer l'offre construite autour du terminal. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? Si vous voulez, les parcs de terminaux sont maintenant des parcs extrêmement importants. Ils se mesurent en millions. Vous avez des banques qui sont propriétaires directement ou indirectement de très grands parcs de terminaux qu'ils ont placés chez leurs propres clients commerçants. Ces bases installées doivent être gérées et nous avons développé des systèmes de gestion à distance qui permettent de savoir quels sont les terminaux qui fonctionnent, ceux sur lesquels on va downloader des nouveaux applicatifs. On peut faire de la maintenance préventive et on a toute une organisation industrielle assez significative autour de la gestion des parcs de terminaux. C'est un de nos deuxièmes... il est moins spectaculaire et peut-être moins conceptuel que l'offre intégrée entre l'Internet et le physique, mais c'est une offre qui apporte de la valeur à nos clients et du chiffre d'affaires à la société. Merci Philippe Lazare, PDG d'Ingenico, et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci à vous. Merci beaucoup.